moi j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, parce que voilà une deuxième présentation. Donc d'abord je voulais remercier les organisateurs de cet atelier de m'avoir invité à venir comme facilitateur. Je m'appelle François Nosten, je travaille en Thaïlande et je suis basé dans une unité de recherche sur la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. J'ai un poste de chercheur à l'université d'Oxford en Angleterre et je suis supporté par un trust charité, une fondation qui s'appelle le Wellcome Trust, qui n'a rien à voir avec l'industrie pharmaceutique Wellcome. Et je vais vous parler de l'utilisation des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine que nous avons utilisées comme moyen de lutte contre le paludisme dans cette région de la frontière. Alors, vous voudrez bien me pardonner certaines de mes diapositives. J'ai essayé de traduire la plupart de mes diapositives en français, mais vous allez voir, il y a encore quelques diapos qui sont en anglais, mais je pense que ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc un rapide état des lieux, le paludisme s'aggrave dans le monde entier, on en est bien conscient, le poids du paludisme dans les régions endémiques se fait de plus en plus lourd. On peut conclure de manière un peu abrupte, mais toutes les stratégies qui ont été développées jusqu'ici ont échoué. Et le problème principal auquel on est confronté, c'est la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques. Et il nous reste assez peu de médicaments dans les réserves en fait de médicaments par rapport à d'autres maladies infectieuses. On a finalement assez peu de médicaments contre le paludisme. Il y a tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. On n'a toujours pas de vaccin et cette situation pèse d'un poids très important sur les économies des pays endémiques. Et puis pour faire peur un peu aussi aux gens qui s'occupent des cas importés, on peut rajouter qu'il y a de plus en plus de cas importés dans les pays non endémiques et même d'ailleurs dans les forces armées. Et tout ça, bien entendu, doit nous motiver pour essayer de faire quelque chose. Alors, pour en revenir plus précisément à la résistance, est-ce qu'on peut résumer les conséquences de la résistance de Plasmodium falciparum? La première conséquence, évidemment, d'infections qui ne sont pas guéries par un médicament, c'est que le nombre d'infections recrudescentes augmente en fonction de cette résistance. Les rémissions entre les épisodes sont de plus en plus courtes. On obtient à chaque fois, chaque traitement de chaque patient, un retard à la guérison clinique. Ça a un impact sur l'activité des gens, le fait qu'ils vont passer plus de temps à être malades et ils ne vont pas pouvoir retourner à l'école ou au travail. Il y a une augmentation du portage des gamétocytes en fonction de la résistance. Plus le falciparum est résistant à la drogue qu'on utilise contre lui, plus il va produire de gamétocytes. Donc plus la transmission va être importante. Ça entraîne donc un cercle vicieux avec plus de transmission et donc plus de cas de paludisme et donc plus de morbidité, de mortalité et d'anémie. Et tout ça a un coût évidemment et se traduit par une mortalité de plus en plus élevée. Donc au lieu de faire reculer le paludisme, pour l'instant c'est lui qui nous fait reculer puisque la morbidité et la mortalité augmentent. Donc il nous faut des médicaments nouveaux, puisqu'on s'est appuyé sur des médicaments tels que la chloroquine, la quinine pendant des générations, mais maintenant il nous faut des médicaments nouveaux. Et puis il nous faut une stratégie pour utiliser ces médicaments, et c'est comme ça qu'on est arrivé à développer cette stratégie que vous avez maintenant dont vous avez entendu parler évidemment, qu'on appelle en anglais ACT, Artemisinin Combination Therapy. Le but de ce développement, c'est de prendre un pas d'avance sur la résistance, et non pas de courir après la résistance à chaque fois que le plasmodium n'est plus guéri, enfin les accès ne sont plus guéris par une drogue, on change. C'est la théorie, c'est la technique des dominos, mais on est toujours en retard sur la résistance. Il faut prendre un pas d'avance. Et le pas d'avance, c'est l'idée derrière ces combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et l'idée, c'est de combiner certains des médicaments, mais pas tous. On ne peut pas mélanger n'importe quel antipaludique avec n'importe quel autre. Et une détection des cas de paludisme. Et puis cette stratégie qu'on a commencé à élaborer dans les années, au début des années 90, on a commencé à travailler en 1991 sur les combinaisons thérapeutiques. On est en 2006. Finalement, après moult bagarres et autres
autres lettres d'insultes dans les journaux, on a fini par convaincre l'OMS de s'intéresser à ces stratégies et les autres instances internationales, et ça n'a pas été facile. Donc, quelles sont les bases scientifiques si vous voulez, de cette stratégie? Il faut d'abord savoir que la résistance de Plasmodium falciparum est le résultat de mutations génétiques. Ces mutations génétiques sont des mutations spontanées. Les médicaments ne génèrent pas de mutations par eux-mêmes. Ils ne sont pas mutagéniques. C'est le plasmodium qui mute sans arrêt. Et la pression médicamenteuse, c'est-à-dire l'utilisation de médicaments sur cette population de parasites, est le moteur principal de l'extension des foyers de résistance. Et bien entendu, l'utilisation inappropriée ou incorrecte des antipaludiques accroît cette pression médicamenteuse d'autant plus. Donc l'utilisation, par exemple, chez des gens qui n'ont pas le paludisme, ou à des doses incorrectes, ou des médicaments falsifiés, par exemple. Donc ces mutations génétiques, je ne vais pas repasser dans le détail, mais grosso modo, dans les 10 dernières années, plus de 10 dernières années pour certains, mais en tout cas, on a déjà les marqueurs moléculaires qui caractérisent ces mutations génétiques pour un certain nombre de drogues, de médicaments, les antifols, la chloroquine, la tovacone, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça a été assez rapidement identifié. Pour la mefloquine, la lumefantrine, c'est un peu plus compliqué. Mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ce n'est pas simplement une mutation, c'est en fait une amplification. Une amplification du gène PFMDR1 qui permet l'expulsion du médicament de l'intérieur de l'hématie parasitaire. Donc l'utilisation de médicaments en combinaison, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on utilise déjà pour la tuberculose, le cancer, le HIV, donc c'est pas un concept révolutionnaire, mais dans la lutte contre le paludisme, ça a mis du temps avant de mûrir, et en particulier parce que les médicaments antipaludiques n'ont pas été caractérisés au niveau de leurs propriétés pharmacologiques et pharmacodynamiques, en tout cas pharmacologiques, depuis longtemps. En fait, on ne mesure pas l'élimination et les niveaux plasmatiques des antipaludiques de manière routinière depuis très longtemps. Or, ces caractéristiques et ces propriétés sont fondamentales pour pouvoir savoir quel médicament combiner avec quel autre. En fait, compte tenu de la propriété des antipaludiques qui ont des modes d'action différents et des propriétés d'élimination, il nous faut un composé qui ait une action et une élimination rapide et qui soit combiné à un médicament dont l'élimination est un peu plus lente. Je vais revenir sur ce concept un tout petit peu plus tard. Il faut aussi se souvenir que la sélection des souches résistantes, la probabilité de mutation est proportionnelle au nombre de parasites individuels chez un patient. Donc la sélection des mutants résistants va se faire pendant la phase aiguë de l'accès palustre, beaucoup plus fréquemment que dans la phase de convalescence, dans laquelle le nombre total de parasites est beaucoup plus faible. C'est assez important. Et en fait, enfin, le dernier point, c'est qu'il faut absolument que ces combinaisons thérapeutiques aient un impact sur la transmission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des médicaments qui non seulement sont actifs sur les stades érythrocytaires, mais aussi sur les gamétocytes. Or, jusqu'ici, le seul médicament qui était actif sur les gamétocytes, c'était la primaquine, à condition de la donner pendant assez longtemps, que ce n'est pas un médicament facile à utiliser. Or, les dérivés d'artémisinine sont actifs sur les gamétocytes. C'est pour ça qu'ils ont une place aussi importante dans cette stratégie. Alors là, les 2 ou 3 graphes après, ils sont un petit peu, non, ils ne sont pas compliqués, mais enfin, il faut faire un petit peu attention. Alors voilà, sur ce graphe, dans l'accès vertical, le nombre total de parasites chez un patient atteint de Plasmodium falciparum. Ce n'est pas la parasitémie, c'est le nombre total de parasites individuels. 10 puissance 12, c'est à peu près le maximum de parasites qu'on peut avoir chez un individu impaludé, puisque le nombre total de globules rouges chez un adulte, c'est 10 puissance 13. En général, il y a un plasmodium par globule rouge. Donc, grosso modo, 10 puissance 12. Et puis ici, c'est le temps, en semaines, de 1 à 4 semaines. Ce que ce graphe montre, c'est la différence dans les médicaments antipaludiques sur la rapidité avec laquelle ils vont éliminer le parasite. Le QH16, ça veut dire Qinghaosu en chinois, c'est les artémisinines dérivatives.
la quinine, le fanzidar, la méfloquine, les antibiotiques. Ici, la limite de détection, 10 puissance 8. C'est-à-dire que les parasites, quand la masse totale parasitaire descend en dessous de 10 puissance 8, on ne la voit plus au microscope, on ne peut plus la détecter, mais vous voyez que il y a encore beaucoup de monde dans l'organisme. Donc c'est important de savoir ce que ces parasites deviennent. Or, et ces chiffres en caractères gras, on appelle ça le parasite reduction ratio, le ratio de réduction parasitaire, qui est le ratio du nombre de parasites toutes les 48 heures. Ce que ça veut dire, 10 puissance 4, ça veut dire qu'un artémisinine, un dérivé d'artémisinine va réduire la quantité de parasites par un facteur de 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000 toutes les 48 heures. Alors que la quinine, la fanzidar et la méfloquine, ça va tourner autour d'un facteur de 1000 ou de 100. Et les antibiotiques, c'est un facteur de 10. Dans la pratique, ça veut dire quoi? C'est que si on traite qu'avec un antibiotique, qui est donc un antipaludique faible, il faut en donner continuellement pendant entre 3 et 4 semaines pour pouvoir éliminer le dernier parasite. L'objectif du traitement antipaludique, c'est pas de négativer la goutte épaisse, c'est d'éliminer le dernier parasite au cas où ça soit celui-là qui soit mutant. On ne veut pas qu'il se transmette, on ne veut pas qu'il recrudesce, on veut l'éliminer. Donc on s'intéresse autant à ce qui se passe au-dessus de la limite de détection qu'en dessous. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la relation entre l'élimination d'un médicament, son absorption, son élimination, et cette activité antiparasitaire. Donc ici, en pointillé, j'ai de nouveau sur mon axe vertical le nombre total de parasites, et ici le temps. En pointillé, c'est un médicament tel que la méfloquine, par exemple. Vous avez une absorption ici au moment du traitement, et puis une élimination assez lente. Là, la limite de détection. En noir, ici, un parasite sensible à la méfloquine, avec une parasitémie de base assez basse. Elle est juste au-dessus du niveau de détection, donc une biomasse parasitaire assez faible. Et vous voyez que dès que la méfloquine est absorbée, la parasitémie descend, disparaît de la limite de détection, et le médicament continue à faire son activité jusqu'à éliminer le dernier des parasites entre la 2 et la 3e semaine. Le graphe du milieu, c'est la relation entre l'efficacité en pourcentage et la concentration du médicament. Plus la concentration est élevée sur cet axe-là, plus l'efficacité est importante, c'est une sigmoïde. Par contre, en rouge, on a une masse parasitaire plus élevée, 10 puissance 12, avec quelques mutants résistants déjà qui expriment le gène PFMDR1 plus important, donc ils sont un peu plus résistants à la méfloquine. Vous voyez ce qui se passe, l'élimination est plus lente, et puis arrivé à un certain stade, la méfloquine a été éliminée, on a descendu cette sigmoïde, on est arrivé ici, donc la concentration de la méfloquine a diminué, l'efficacité est plus basse, ici on arrive à un point d'équilibre, où il n'y a plus assez de méfloquine pour éliminer ces parasites qui sont déjà un peu résistants, et passé ce point d'équilibre, la population parasitaire commence à à augmenter, à se remultiplier, mais vous voyez qu'il va falloir encore jusqu'à 6 semaines avant de pouvoir détecter ces individus, ces parasites qui se sont remultipliés. Ça veut dire que si on arrête le suivi d'une rétu de chimiothérapie à 28 jours, comme c'est l'habitude, on ne verra rien du tout, parce que les premiers parasites recrudescents vont arriver après ici 42 jours par exemple. Voilà, donc ça c'est en monothérapie, la méfloquine, voilà un peu comment ça peut se passer. Maintenant, donc ici de nouveau, la méfloquine en pointillé. Si j'utilise que de la méfloquine en monothérapie, je vais avoir une diminution de la biomasse parasitaire qui est un facteur de 10 puissance 2 ou 10 puissance 3 toutes les 48 heures, donc chaque cycle. Et puis au bout d'un certain temps, entre 2 et 3 semaines, je vais avoir ce résidu ici B1, qui est un résidu de parasites. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont 10 000. Donc ils sont indétectables, bien entendu. Mais ceux-là, ils sont encore là et ils sont soumis à une concentration relativement basse de méfloquine. Alors que si j'ai administré, avant d'administrer la méfloquine, ou en même temps de l'artésunate, j'ai un ratio de réduction parasitaire beaucoup plus important. Donc ma biomasse parasitaire passe de 10 puissance 12 à 10 puissance 4 en moins d'une semaine. En 3 jours de l'artésunate, par exemple, j'ai considérablement réduit ma biomasse parasitaire. Ce résidu qui reste après l'artésunate, il est exposé à des concentrations beaucoup plus élevées de méfloquine, puisqu'on n'est qu'à la première semaine après le traitement. La probabilité que les parasites qui sont dans ce résidu-là résistent à une telle concentration de méfloquine est bien inférieure à la probabilité que les parasites ici résistent. Donc on réduit la chance de sélectionner pour des parasites résistants. Alors,
Si tout ça se vérifiait, qu'est-ce qu'on pourrait attendre des combinaisons thérapeutiques? Eh bien, on a pu le vérifier, puisque je vous ai expliqué que la réduction parasitaire est beaucoup plus rapide avec un dérivé de l'artémisinine. On a déjà une réponse thérapeutique beaucoup plus rapide avec les ACT. Ça, c'est remarquable. Dès que vous commencez à utiliser les ACT, vous vous en rendez compte tout de suite. Les patients sont debout le jour d'après leur crise. Ils arrivent le jour de la crise, ils sont HS, comme on dit, mais le lendemain, ils sont sur leurs deux pattes et ils repartent, ils n'ont plus de fièvre. Donc la réponse initiale est beaucoup plus rapide. Deuxièmement, si cette théorie se vérifie des combinaisons et de la protection contre les résistants, normalement, on devrait protéger les deux médicaments, les deux composants de cette combinaison. L'un et l'autre se protègent contre la sélection de souches résistantes. Comme les dérivés de l'artémisinine sont actifs sur les gamétocytes, on devrait pouvoir obtenir une réduction de la transmission au niveau de la communauté. Et puis, par voie de conséquence, étant donné qu'on a moins de transmission, on a moins de mortalité et moins de morbidité. Par contre, on ne peut pas s'attendre à un impact très important sur la transmission dans les zones de forte endémicité. Pourquoi? Parce que dans les zones fortement endémiques, il y a beaucoup de gens qui portent des gamétocytes et qui ne sont pas malades. Donc ils ne vont pas être traités avec des ACT, donc ils vont transmettre le paludisme. Et donc l'impact sur la transmission dans ces zones-là, on s'attend déjà à ce qu'elle soit cet impact soit inexistant ou réduit en tout cas. De manière importante, il n'est pas possible d'envisager que les deux composants d'un ACT se protègent l'un l'autre à partir du moment où l'un des composants est utilisé en monothérapie ou utilisé ou seul. C'est-à-dire, vous pourriez avoir des ACT où, par exemple, dans des blisters, où on peut séparer le ASP et l'artésunate. Rapidement, les patients se rendent compte quel médicament est le plus efficace. Ils prennent que l'artésunate et pas l'ASP. Par ailleurs, on continue à utiliser le Fansidar ailleurs dans la région. À ce moment-là, la sélection des souches résistantes continue à se faire. Et donc, il n'y aura pas d'impact sur la protection mutuelle si l'un des composants peut être utilisé séparément. Et puis un autre problème, qui n'est pas encore le cas, heureusement, qui n'est pas encore le cas dans la plupart des régions, mais qui est le cas chez nous, c'est qu'à force de réduire de manière considérable la transmission du paludisme, on réintroduit la susceptibilité immunologique de ces populations. Puisque dans les populations dans lesquelles je travaille, il y a des enfants qui n'ont pas eu de palud depuis 10 ans, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais eu de palud. Et donc ils sont naïfs, comme s'il n'y avait pas de palud dans cette région. Et bien entendu, le jour où le palud revient parce que le système de santé s'effondre ou que l'approvisionnement en ACT s'arrête ou parce que les populations sont déplacées, et bien là à ce moment-là, les conséquences risquent d'être dramatiques. Donc ça c'est un truc auquel on ne pense, une chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui est un problème réel. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça a été vérifié quelque part? Eh bien oui, donc sur la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, qui est une région d'endémicité basse, avec une piqûre infectante par personne et par an, en moyenne, en tout cas moins de 5, une transmission assez saisonnière, la saison des pluies s'étend de mai à septembre, et une transmission instable avec des foyers, où le falciparum se dispute la primauté avec le vivax, mais surtout le falciparum est très résistant aux antipaludiques. On a pu, dans ce programme de recherche que j'ai établi il y a 20 ans, avoir le luxe de confirmer tous les épisodes de malaria avec un laboratoire, et on a le contrôle complet de l'utilisation des antipaludiques. C'est évidemment pas une situation réelle, mais dans l'occurrence ici, ça nous a quand même bien servi pour comprendre ce qui se passait. Donc voilà en résumé la situation au niveau de la résistance in vivo en Thaïlande, le pourcentage de patients soignés, traités avec ces différents médicaments. Vous voyez qu'assez tôt dans les années 80, on a perdu la chloroquine assez rapidement. Le Fansidar n'a pas duré très longtemps non plus. L'efficacité s'est cassée la figure très rapidement. On a commencé à utiliser la mefloquine à dose faible dans le Fansimef, qui était une combinaison de mefloquine et de Fansidar. Mais vous voyez qu'après quelques années, 5 ans d'utilisation, l'efficacité de la mefloquine s'est aussi effondrée. On a arrêté le Fansimef, on est passé à une dose plus forte de mefloquine. On a gagné 2 ans, mais au bout de 2 ans, la résistance s'est aussi établie. Il n'y a que la combinaison mefloquine-artésunate qu'on a commencé à utiliser en 91 et déployer vraiment en toute la population en 94 et qui jusqu'à maintenant reste à peu près à 95% d'efficacité.
Notre traitement de deuxième intention chez les adultes non enceintes, et c'est l'association quinine-tétracycline. Mais vous voyez que la quinine seule, en 7 jours de quinine, l'efficacité est déjà compromise, puisqu'on arrive à des taux de guérison de que de 60% avec 7 jours de quinine. Donc la situation est quand même assez grave. Donc au cours de ces années d'études, on a pu décrire cette relation entre le portage du gamétocyte et l'efficacité médicamenteuse. Ici, le pourcentage de patients guéris avec de la mefloquine. Donc au début, la mefloquine à forte dose était 95% d'efficacité, mais vous voyez que l'efficacité diminue assez rapidement. Pendant ce temps-là, le pourcentage des patients se présentant avec des gamétocytes augmente rapidement. Donc cette relation inverse entre la résistance et les gamétocytes. Et j'explique une grande partie des rapports que je peux lire sur la réémergence du paludisme dans certains endroits où il y en avait pratiquement plus ou moins, comme au Bangladesh, en Inde ou au Myanmar, comme ça. Par contre, si on donne des dérivés de l'artémisinine en première intention à ces patients, vous voyez que le taux de porteurs de gamétocytes est beaucoup plus faible que si on compare avec la lofenthrine, la mefloquine, et cette différence est encore plus importante si ce sont des patients qui viennent en retraitement. Parce que plus le portage de falciparum est long, et plus la production de gamétocytes est importante. Donc, on a pu vérifier dans cette population que ici, ce sont des courbes d'incidence de falciparum et de Vivac chez des femmes enceintes, puisqu'on suit des femmes enceintes toutes les semaines pendant toute la grossesse. J'ai établi des consultations prénatales en 86, et donc là, il y a 10 ans, mais ça continue encore maintenant. Et vous voyez que l'incidence du falciparum se diminue avec les années. Au début, avec l'efficacité de la mefloquine très importante, on a une diminution de l'incidence, et puis avec la résistance, ça augmente, et puis avec l'augmentation des doses, on rediminue l'incidence, et puis là, c'est l'époque où on se demandait vraiment comment on avait traité nos patients, parce que la mefloquine disparaissant, on n'avait plus rien d'autre, surtout les femmes enceintes. Donc, on a introduit les dérivés de l'artémisinine, et vous voyez qu'on a cette chute prolongée de l'incidence du falciparum, alors que l'incidence du Vivac ne change pas. Et ça, c'est un élément important, ça veut dire qu'on a un impact que sur le falciparum et non pas sur toute la maladie, sur toutes les deux espèces de plasmodiales. Donc, on en a conclu que cet impact spécifique sur le falciparum était dû à l'introduction de diagnostics rapides. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué ici Early Diagnostic. Early diagnostic, ça veut dire dans les 48 heures de fièvre, on a un diagnostic confirmé. C'est très important parce que si on attend plus de 48 heures, les patients commencent à produire des gamétocytes. Donc si on arrive à traiter les patients dans les 48 heures de fièvre, on les traite avant même qu'ils aient commencé à faire que la gamétocytogénèse ait commencé. Et le traitement avec les combinaisons thérapeutiques, on a obtenu une réduction d'incidence, un arrêt de la progression des résistances, on a diminué la morbidité et la mortalité de manière considérable, et dans les épidémies, ça nous a beaucoup servi, puisqu'il y a eu, dans les premières années, il y avait certaines épidémies, on pouvait arriver, on traitait toute la population avec des ACT, et immédiatement la transmission s'arrêtait, donc l'épidémie cessait immédiatement. Donc dans les épidémies, ça nous a rendu énormément de services. Du coup, après quelques années, l'idée a fait son chemin, des études ont été faites en Afrique, comme vous le savez, et puis maintenant, la stratégie a été plus ou moins adoptée. L'autre expérience de terrain, après celle sur laquelle je vais revenir, qui est la nôtre avec quelques chiffres, c'est celle de Karen Barnes en Afrique du Sud, dans le KwaZulu-Natal, où il y avait une épidémie de paludisme qui s'était déclarée avec la réintroduction de Anopheles funestus, et avec un pic épidémique, et ils ont réintroduit le DDT, ils ont réussi à faire diminuer ce nombre de cas, et là ils ont déployé les ACT, ici c'était du Coartem, avec des diagnostics rapides, et ils ont obtenu cette courbe très intéressante de réduction de cas de paludisme dans cette région du KwaZulu-Natal. Et donc Karen vient de publier, a publié il y a quelques mois ces résultats qui sont très similaires aux nôtres, avec une région aussi d'endémicité de transmission assez faible. Depuis un certain nombre de pays en Afrique
et ailleurs ont adopté les ACT comme première ligne thérapeutique, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça soit utilisé, mais en tout cas dans les politiques de traitement c'est sur le papier. Nous, notre unité de base de travail dans les populations sur la frontière, c'est ça, c'est la cahute du volontaire de village qu'on a formé pour faire des diagnostics rapides et de donner des ACT. Donc c'est quelqu'un du village, choisi par le village. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un du village qui a de la fièvre, il vient le voir, c'est gratuit, il fait un ACT, si c'est du paludisme, il fait un diagnostic rapide, si c'est du paludisme, il traite avec un ACT, si c'est pas du paludisme, il lui conseille d'aller voir un centre de santé qui est un peu plus loin, mais au moins l'accès est immédiat. Parce que c'est là, finalement, si on y pense bien, que sont les malades, c'est chez eux qui sont d'abord malades, et c'est pas dans les dispensaires. Donc on utilise ce test rapide, on utilise celui-là plutôt qu'un autre, simplement parce que c'est le moins cher. C'est le Parachek, qui est fabriqué en Inde, qui nous coûte 50 cents dollars, 50 cents le test, et qui nous permet de faire un diagnostic qui est extrêmement simple à utiliser. Il faut 5 minutes en moyenne pour apprendre à quelqu'un à utiliser ce test de manière convenable. Quelles sont les combinaisons thérapeutiques potentielles? Je vous ai dit au début qu'on ne pouvait pas mélanger n'importe quoi avec n'importe quoi d'autre. Il faut suivre le raisonnement, c'est-à-dire que des médicaments qui répondent à toutes les caractéristiques que j'ai énoncées, en fait il n'y en a pas tellement. J'ai mis en tête de liste du peloton une combinaison thérapeutique qui à mon avis remplacera toutes les autres dans pas très longtemps, c'est la combinaison de dihydroartémisinine piperatine, qui est encore un des produits de la pharmacopée chinoise. La piperatine c'est une bisquinoline, le dihydroartémisinine c'est le métabolite commun de tous les dérivés de l'artémisinine. Et c'est une combinaison fixe qui marche, qui fonctionne extrêmement bien et qui est très bien tolérée et qui coûtera très peu cher, parce que la piperatine ne coûte rien. L'artésunate néfloquine, c'est celle qu'on a utilisée le plus en Asie du Sud-Est. Il va y avoir une combinaison fixe bientôt, une combinaison où les deux médicaments sont dans le même comprimé. L'artéméter luméfantrine, c'est le Coartem, que vous connaissez bien entendu. L'artésunate azovacone proganil, c'est une combinaison qui marche bien. Bon, on l'a utilisé, on l'a étudié, mais le prix est tellement exorbitant que de toute façon, ça n'a pas de place vraiment dans les stratégies. L'artésunate sulfadoxine pyrimétamine, sur le papier, c'est une bonne combinaison, mais dans la pratique, étant donné que ce sera très difficile de retirer le fansidar des pays endémiques pour ne plus l'utiliser en monothérapie, et on voit bien qu'on ne pourra pas l'utiliser très longtemps, d'autant plus que les résistances de falciparum à la sulfadoxine et à la pyrimétamine s'étendent comme des feux de forêt en Afrique, et que donc, à mon avis, c'est déjà une combinaison qui est morte. L'artésunate amodiaquine a peut-être un peu plus d'avenir. Il y a aussi une combinaison fixe qui va bientôt être produite et qui pourra probablement être utilisée pendant quelques années, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais enfin, vous savez que les résistances croisées entre la chloroquine et l'amodiaquine ont été établies. Donc l'avenir de cette combinaison est aussi compromis à court terme. Et tant qu'à l'artésunate chlorproganil d'Abson, c'est le Labdap artésunate. Alors il y a eu beaucoup de choses dites et décrites sur le Labdap. Je ne vais pas revenir dessus, mais il semble bien que ça n'ait pas beaucoup d'avenir non plus, parce qu'il y a des problèmes avec le Labdap, et d'autre part que les résistances, les mutations, les souches mutantes DHFA et DHPS qui sont résistantes à la sulfadioxine pyrimétamine vont sans doute conférer aussi une résistance à la chlorproganil d'Abson. Donc l'avenir de cette combinaison qui n'existe encore pas est aussi déjà compromis avant d'être né. Donc en fait, en résumé, on a très peu de cartouches dans notre, pour reprendre une image militaire, très peu de cartouches dans notre flingue, et donc il faut les utiliser à bon escient parce que sinon on n'a rien d'autre. Il y a quelques médicaments on appelle le pipeline en développement, mais il y en a très peu. Voilà donc une patiente qui va prendre sa combinaison fixe de mefloquine et d'artésunate. Au lieu d'avoir 8 comprimés à prendre d'artésunate et de mefloquine, elle n'a plus que ces deux petites pilules bleues. Et donc ça nous facilite beaucoup l'adhérence au traitement. Et évidemment, les patients sont beaucoup plus à même de prendre ça que de prendre tous ces comprimés. Bon, là j'ai mis les doses, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Donc la conclusion, c'est que bien entendu les ACT doivent être généralisés pour dépasser la résistance et non pas attendre que les drogues, enfin les médicaments courants ne soient plus efficaces et puis à ce moment-là se dire bon on va utiliser les ACT. Il faut prendre un pas d'avance sur les résistances et seuls des ACT sont susceptibles de pouvoir traiter des cas de paludisme dans quelle que soit l'origine de l'infection. Et le principal problème qu'on a à surmonter, c'est pas un problème de stratégie ou de scientifique ou de galénique ou quoi que ce soit, c'est un problème politique. C'est-à-dire il faut avoir une volonté de le faire. C'est ce qu'on a essayé de faire et qu'on a appris à nos dépens sur la frontière. Donc en sortant des camps de réfugiés dans lesquels je travaille, on a voulu déployer toute cette stratégie sur toute la population de la frontière, de la province, qui est une population d'à peu près 500 000 personnes qui vivent dans les montagnes du nord-ouest de la Thaïlande. Et c'est une initiative qui a été élaborée avec le ministère de la Santé thaïlandais et qui a été financée par Bill Gates il y a quelques années. Et donc ce territoire qui est donc sur la frontière, ici Mesot où notre laboratoire est basé, là c'est un camp de réfugiés dans lequel on travaille, et on est allé essayer de déployer cette stratégie dans toutes les montagnes, les villages, dont certains sont à 10 heures, 24 heures de marche de la première route, donc avec des problèmes d'accessibilité évidemment. C'est une région, comme j'ai dit, de transmission basse, et où on a quand même beaucoup de soucis avec les gens qui vont et qui viennent en Birmanie, où au niveau du paludisme il ne se passe absolument rien, et bien entendu la transmission va bon train de ce côté-là de la frontière, et donc on a quand même des soucis pour contrôler ça. Mais on a essayé quand même, et donc le but c'est simplement de faire en sorte que tous les cas de palud de la province aient accès dans les 48 heures à un diagnostic et un traitement. Une seule solution, c'est de mettre le diagnostic et le traitement dans le village, et non pas de demander aux villageois de faire 2 jours de marche à chaque fois qu'ils avaient un peu de fièvre. Donc c'est ce qu'on a fait, on a formé des volontaires de village qui ont été choisis par le village, on leur a donné des tests diagnostiques et des traitements. Et on a évalué ça pendant une période. Donc on avait des données du ministère de la Santé avant l'intervention. On a fait des moyennes de données de 95 à 2001. On est intervenu de 2001 à 2002. On aurait bien voulu continuer, mais là on s'est heurté à ces fameux problèmes politiques. Et donc on nous a arrêté les financements. Mais enfin, on a quand même pu surveiller ce qui se passait dans l'année d'après. Et on a surveillé tout ça en se servant des données qu'on avait dans le service de santé thaïlandais, dans les camps, c'est-à-dire nos propres données, le nombre de cas de paludisme hospitalisés, des index sur des enquêtes transversales, les cohortes de femmes enceintes qui permettaient de nous donner des taux d'incidence, des enquêtes entomologiques, des enquêtes in vitro et in vivo pour surveiller l'efficacité des médicaments qu'on employait, pour voir si le fait d'employer ces médicaments à grande échelle allait engendrer des problèmes de résistance dans cette région. Et rapidement, mais les résultats, c'est que ça a marché de manière assez impressionnante. Il n'y a pas eu de changement climatique qui aurait pu exister, enfin qui aurait pu expliquer certaines variations dans le paludisme. Il n'y a pas eu de mouvement massif de population et il n'y a pas eu de changement dans les autres interventions dans le secteur. C'est-à-dire que les autres interventions qui sont interventions sur les vecteurs, etc., ont continué exactement de la même façon pendant toute l'intervention de l'étude. Donc il n'y a pas eu d'autres changements. Par contre, il y a eu des problèmes à un moment d'instabilité et de sécurité sur la frontière, donc il y a eu des mouvements qui ont un peu changé pendant la période d'étude, mais ça n'a pas eu l'air d'avoir d'impact. Donc vous n'allez pas avoir à lire tout ce tableau, mais simplement ces lignes en jaune qui montrent l'incidence du paludisme pour 1000 dans la population thaïlandaise. Vous voyez qu'on a une réduction très importante si on compare les chiffres avant l'intervention, pendant l'intervention et même après l'intervention. Comme les volontaires de village ont continué à travailler, même s'ils étaient plus payés et avec ce qu'ils pouvaient, il y a quand même eu un impact. Alors que, et ça s'est traduit de manière la plus spectaculaire par une réduction du nombre de morts en pourcentage de tous les décès pendant toute la période de l'étude. Donc au niveau du système de santé publique thaïlandais, l'impact a été remarquable. Les médecins des hôpitaux venaient nous dire on ne sait pas ce qui se passe, mais il n'y a plus de paludisme, les gens ne viennent plus jusque dans les hôpitaux. Évidemment, ils étaient soignés déjà dans le village, donc
et il y avait eu un impact sur la transmission. Par contre, dans les camps de réfugiés, où on avait déjà déployé cette stratégie depuis 1994, les changements entre l'avant, le pendant et l'après sont beaucoup plus modestes, mais on s'y attendait, dans la mesure où on avait déjà eu un impact tellement important qu'on ne s'attendait pas à voir le paludisme éradiqué, bien entendu. Les taux d'incidence, les incidences chez les femmes enceintes pour le falciparum et pour le VX ont continué à baisser un petit peu, mais pas de manière dramatique. Mais ça, on le savait déjà par l'avance. On avait déjà tellement réduit la transmission que ça ne pouvait pas se réduire beaucoup plus. Donc ça, c'est une des premières conclusions, c'est qu'on ne pense pas pouvoir éradiquer le paludisme comme ça, tant qu'on n'aura pas le contrôle sur tout ce qui se passe dans toute la région aux alentours, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il y a une frontière internationale quand même entre les deux. Donc ici, c'est un graphe qui simplement résume ce qui se passait avant l'intervention en bleu et après l'intervention. Donc une nette réduction du nombre total de cas enregistrés pendant cette période. Et là, peut-être, ça peut vous intéresser parce que c'est une façon de mesurer un impact. C'est en faisant des surveys, des enquêtes malariométriques transversales dans les villages taille, donc les villages de la province, dans les settlements, dans les groupements, dans les populations de travailleurs migrants et dans des villages qui sont juste de l'autre côté de la frontière en Birmanie. Et on a mesuré la prévalence de falciparum, de vivax et le ratio falciparum-vivax. Et vous voyez la différence entre les endroits où on est intervenu, c'est-à-dire que dans ces endroits-là où le vivax est devenu finalement majoritaire par rapport au falciparum, alors que dans les villages birmans, de l'autre côté de la frontière, dans lesquels on n'intervient pas évidemment, c'est toujours le falciparum qui est l'espèce principale. Et autre remarque, le taux de portage des gamétocytes est beaucoup plus faible dans les villages dans lesquels on a pu intervenir tôt que dans les villages dans lesquels on n'est pas intervenu et où 5% des populations, ce sont des surveys de prévalence, c'est pas des 5% des malades, c'est 5% de toute la population qu'on a testé. Ils sont porteurs de gamétocytes. Donc l'impact sur la transmission là est évident et le ratio entre falciparum et vivax vous sert d'un bon indicateur pour savoir si on a un impact ou pas. L'impact évidemment dépendant de l'accès à vos structures de soins et de la couverture que vous pouvez avoir sur toute la population. On estime comme ça un petit peu arbitrairement, mais qu'il faut au moins couvrir 80% de la population pour avoir un effet qu'on puisse détecter. En dessous de 80%, ceux que vous n'avez pas atteints, on continue à transmettre et à infecter ceux que vous avez pu traiter une fois. Donc en résumé, dans les camps depuis 1984 qu'on a observé, sur une population d'environ en moyenne de 66 000 personnes, 85% de réduction du nombre de cas, 60% du nombre de cas d'hospitalisés pour malaria, 96% de réduction de mortalité, donc énorme impact. On a pu déployer ça pour tous les cas de paludisme. On est certain du diagnostic dans tous les cas, puisque c'est nous qui le faisons. L'adhérence est excellente, les gens prennent leur traitement, et la plupart des cas, on les supervise. Le traitement, c'est 3 jours d'artésunate. La résistance n'a pas progressé, et les migrations sont assez mineures. Par contre, dans la province, on a aussi un impact, mais là, l'impact a peut-être été moindre, parce que le programme thaïlandais, pour des raisons complètement irrationnelles, ne veut pas utiliser métloquine 3 jours d'artésunate, parce que c'est probablement parce que c'est nous qui l'avons mis au point, mais 2 jours d'artésunate. Alors que c'est la même dose totale. Donc c'est le même coût. Ça leur revient aussi cher, mais ils veulent le donner en 2 jours plutôt que 3 jours. En disant, c'est mieux, l'adhérence au traitement à 2 jours est meilleure qu'à 3 jours. Ce qui est faux. Enfin, ça n'a jamais été prouvé. Mais l'efficacité, elle est moindre. Parce que vous vous souvenez du courbe de la réduction des parasitaires. Si vous donnez l'artésunate que pendant 2 jours, vous n'avez diminué la biomasse parasitaire que 2 fois 10 puissance 4. Et donc, il reste encore beaucoup de parasites. On pense que cette anomalie dans le programme national thaïlandais explique d'une part que l'impact a été un peu moindre dans la population, et d'autre part que la résistance à la méfloquine continue quand même à progresser en dehors des zones où on a bien appliqué les ACT. Donc, dans le débat, est-ce qu'il faut respecter les politiques nationales? Là, dans cet exemple-là, je dirais non. Il vaut mieux passer outre. En conclusion, on a une réduction à peu près de 30% en un an, donc intervention pendant un an. C'est une saison de transmission pendant un an, 30% de réduction du nombre de cas de paludisme chez les Thaïlandais, une persistance de cet effet un an après l'arrêt d'intervention, parce que les volontaires de village ont continué à travailler avec ce qui leur restait comme stock,
Et c'est une tendance qui a été confirmée par nos surveilles, par nos enquêtes transversales. Et on a pratiquement 40% de réduction de nombre d'hospitalisés sur l'ensemble de la province pendant cette période. Donc le diagnostic rapide et le traitement au niveau du village va réduire le nombre de cas de paludisme sévère hospitalisés. Les combinaisons thérapeutiques contenant un dérivé d'artémisinine vont, dans une zone de basse transmission, vont permettre d'interrompre la transmission de falciparum, et non pas de Varivax, finalement. Et apparemment, on n'a pas eu d'impact majeur, c'est-à-dire désastreux, sur la résistance à la mefloquine ou à l'artésunate. On n'a pas détecté de souches résistantes à l'artésunate ni à la mefloquine, sauf que dans ces dernières années, là depuis l'année dernière, on voit une remontée in vitro de la résistance à la mefloquine qu'on explique parce que, comme je disais, il y a encore les birmans, eux, trouvent intelligent d'utiliser la mefloquine en prophylaxie, donc il y a une pression médicamenteuse sur les souches, et les souches se fichant bien des frontières, passent d'une frontière à l'autre avec les gens. Donc progressivement, on est en train de perdre cette combinaison thérapeutique à cause d'une perte de l'efficacité de la mefloquine. Mais enfin, on aura gagné 14 ans, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la chimiothérapie du paludisme en Thaïlande. Si vous avez vu sur les graphes précédents, tous les médicaments disparaissaient, leur efficacité dégringolait très rapidement. Voilà, je crois que c'était ma dernière... Ah non, j'avais encore une dernière. Et donc, j'ai repris cette citation, qu'il est clair que les gouvernements ne peuvent se fier à des formules inventées à Genève ou ailleurs, mais qu'ils doivent créer un mécanisme simple et nécessaire pour définir et résoudre leurs propres problèmes, village après village. Et vous pouvez penser qu'il s'agit d'une citation d'un dangereux subversif récent qui pourrait s'exprimer ainsi. Eh bien pas du tout, ça a été dit par le bon monsieur Hackett, qui est le monsieur Hackett de la spénomégalie, et qui date de 1937. Donc déjà en 1937, Hackett reconnaissait qu'on ne pouvait pas parachuter des solutions toutes faites d'en haut en espérant que tout le monde allait les comprendre et tout le monde allait les intégrer. Il fallait que ce soit les gens et chaque pays, chaque région qui se trouvent les moyens de lutter contre le paludisme dans leur propre village. Voilà, je vous remercie.